Ok, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que c'est un épisode bilan de ma saison de stand-up de cette année, donc de septembre à juin. Et pour faire ce bilan, je ne voulais pas faire un truc où je lui parle tout seul dans un micro parce que souvent mes intros manquent beaucoup de naturel et j'aime pas ça et je me reprends 1000 fois. Donc pour m'aider, j'ai demandé à quelqu'un qui m'est proche, quelqu'un qui a dû me supporter toute cette année, qui va m'aider à faire ce bilan, mon amoureuse. Du coup, elle sourit. Ça, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que ça se passe bien. Et donc, elle va me poser des questions sur mon bilan. Elle a fait ça. Elle a préparé une petite feuille. Je suis stressé parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions, donc je prépare tout. Là, je ne sais pas où elle va m'emmener. Bonjour Adeline. Bonjour. Ça va? Oui. Et toi? Ça va. Je suis nerveux de ouf. Il n'y a pas besoin, ça va, t'inquiète pas. Du coup, tu m'as demandé de préparer des petites questions. Oui. Pour faire ce petit bilan, donc je me suis appliquée. Mais je vois, déjà je suis ravi parce que t'as une petite voix radiophonique incroyablement belle. Bonjour. Bonjour. Et là les gens se disent, je comprends pourquoi il est amoureux. Voilà. Oui, apparemment tu parles de moi beaucoup dans tes sketchs. Oui. Les gens doivent en avoir marre. Mais moi je suis content que tu sois dans l'épisode parce que du coup les gens vont savoir que tu existes. Oui, je suis vrai. Oui, je suis vrai. C'est dit. Et je supporte Régis jour après jour. Ça va, tu peux le dire avec un sourire quand même. Alors Régis, on va commencer. D'accord, Adeline. Première question. C'est trop bizarre de faire ça. Activité de couple du jour. Comment tu te sens justement après cette première saison depuis ton retour de Montréal? Ouh, directement une question bien générale, bien stressante. On va aller dans le deep. On va aller dans le deep? Oui. Oh mon dieu, je savais que j'avais pris la bonne personne. Comment je me sens après cette première saison? En fait, ça dépend des jours. C'est-à-dire? C'est dans les jours où je suis motivé, je me dis, hey, j'ai trop hâte de la saison prochaine. Donc là, je suis en attente de la saison prochaine, j'ai trop hâte de reprendre et de voir ce qui va se passer cette année. Je suis aussi stressé que ça n'avance pas. Mais comment tu l'as vécu cette saison, si tu devais dire 3 mots sur cette saison passée? Oh là là. C'est toi qui m'as demandé de faire l'interview. Oui, ben, je regrette. Non, pas du tout. Non, mais je savais que tu allais me poser des questions comme ça, c'est pour ça que j'ai préféré que tu me poses les questions que moi, parce que ça allait être plus intéressant. Et au moins, je suis obligé d'être honnête parce que t'es là pour dire ouais, genre. Les 3 mots pour cette saison. Alors, les 3 mots, ça va être, ça serait ego, honnêteté et, doute. Pourquoi honnêteté? Honnêteté parce que je crois que c'est vraiment le truc qui ressort dans comment j'ai animé les soirées et tout, et comment je réagis avec le public, c'est d'essayer d'être super honnête avec les gens, et quand je pense quelque chose, quand je ressens quelque chose, de le dire, et généralement ça marche bien. C'est un peu comme ça que j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'un spectacle qui soit ultra honnête. C'est un peu ce que j'aime dans le stand-up aussi. Les gens qui sont honnêtes, que quand tu leur dis après le spectacle, cette histoire elle est vraie, que les gens font bien sûr, oui. Et que tu dis, trop bien. J'aurais été trop déçu si c'était pas le cas. Et donc moi j'ai envie de ça. C'est déjà ce que je fais depuis le début, je pense, mais être encore plus honnête. Peut-être aussi être plus honnête avec moi-même aussi. En termes d'animation, c'est un peu ça. Genre quand je pense à un truc à dire, je le dis. Et si je me rends compte que c'est con ce que je dis, pour me dire que c'est con ce que j'ai dit. Et pour en parler avec les gens, et ça marche généralement bien. Il y a eu des moments d'honnêteté un petit peu trop intenses. Il y a une soirée où j'ai animé et on me fait une petite pique. Quelqu'un me fait un pique de Régis, il manque d'attention. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait des blagues. Et du coup, moi, je crois que je suis vraiment monté sur scène et j'ai dit ouais, c'est vrai que je manque d'attention. Et dans ma tête, je voulais dire parce que j'ai des traumas d'enfance. Et je suis monté sur scène, j'ai fait ouais, c'est vrai, je manque d'attention. J'ai envie que les gens rient parce que je suis triste et que ma maman est décédée. Et je suis là wow. Trop honnête. Et après on a fait on revient, on calme, on a fait des blagues là-dessus, donc j'ai réussi à dédramatiser ça et à refaire des blagues dessus, mais ça a été un moment assez fort comme ça. Je me suis dit j'ai aimé ce moment et j'ai détesté ce moment en même temps. Mais je pense que c'est important d'être authentique. Parce que c'est ça aussi qui va faire que les gens s'identifient à toi et puis vont se reconnaître ou en tout cas aimer qui tu es en fait, et pas le fait de pas être comme tout le monde finalement, parce que tu parles d'honnêteté, mais je pense que c'est aussi lié à l'authenticité. Ouais. C'est important d'être soi-même quoi. À fond. Est-ce que t'as l'impression que t'as été vraiment toi-même du coup pendant toute cette saison, ou ça a été plutôt crescendo au début, pas trop, et puis peut-être de plus en plus au fil des mois?
De plus en plus au fil des mois, mais j'ai essayé de l'être dès le départ. Donc je pense pas que j'ai manqué d'honnêteté. Après, non, ça va. Honnêteté, je suis ma direction artistique. C'est très bien. Après, ça m'a fait dire des trucs des fois, comme je disais là, un peu trop personnels et qui étaient pas prévus, mais que à mon avis j'avais besoin de sortir. Mais j'ai déjà dit parfois plein de trucs et j'étais là, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais c'est parti et c'est drôle parce que les gens disent, ah, on voit que c'est vrai et donc c'est chouette. Donc c'est pour ça que j'ai pensé au mot honnêteté pour cette année-ci. Ok, ouais. On parlera de l'ego et des doutes après. Ok. C'est pour ça que je rebondis pas dessus. Ça marche. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en revenant justement par rapport aux scènes belges que tu avais déjà faites avant de partir à Montréal, mais quand t'es revenu, est-ce qu'il y avait certaines choses qui avaient changé, ne serait-ce que même dans les gens, des nouvelles têtes, des nouvelles manières de fonctionner, un nouveau style d'humour, enfin qu'est-ce qui a changé selon toi? Alors donc moi je suis parti pour resituer un petit peu. Donc je suis parti 1 an à Montréal et là, avant je faisais du stand-up mais moins régulièrement parce que je travaillais le soir. Je fréquentais les scènes mais pas autant que j'aurais aimé. Mais ce que j'ai constaté entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu, c'est que ça s'est vraiment professionnalisé de ouf. Du fait qu'il y ait beaucoup plus de scènes, du fait qu'il y ait le petit Kings qui est ouvert à Bruxelles. Donc le Kings qui était à Excel a ouvert le petit Kings à Saint-Gilles, donc un plus petit comedy club. Et ça a fait que ça a professionnalisé beaucoup parce que beaucoup d'humoristes jouent beaucoup plus. Ça fait aussi qu'il y a beaucoup plus de double booking, de triple booking, les gens qui jouent à plein d'endroits. Les gens ont resté un petit peu moins sur les plateaux de ce que je voyais avant, mais encore une fois, je faisais pas autant de plateaux, donc la comparaison est un peu biaisée par ça, mais plus professionnel et beaucoup de nouvelles têtes. Ouais, il y a plein de gens que je connaissais pas qui sont super forts et c'est trop cool. Et si tu devais en citer 3 qui t'ont trop étonné cette année? Okay. Des nouveaux, du coup. Des nouveaux. Ouais. Donc. Enfin, peut-être que tu connaissais pas avant de partir, on va dire. Dans ceux qui m'ont étonné et que je connaissais pas avant, que j'avais pas vu sur scène avant de partir à Montréal, comme ça en retire certains. Il y a Maria Bouraga, que je trouve incroyable, qui est trop forte, qui a commencé il y a pas longtemps, en tout cas de ce que je sais. Elle a un naturel dans le stand-up qui est assez cool, et des sujets chouettes, et elle est super drôle, et c'est trop chouette d'être sur les plateaux avec elle, parce que tu discutes, tu rigoles, c'est facile. Donc voilà. Il y a Arnaud Mertens, qui a la meilleure blague de Dilbeek du monde, mais qui a vraiment des très bonnes blagues et qui a un truc très personnel, c'est quelqu'un d'assez réservé, donc très calme sur scène, très posé, qui bouge pas et tout ça, et moi c'est un truc que j'aime assez bien, mais je trouve qu'il le fait super bien. Donc dans ceux de cette année-ci que je connaissais pas, c'est vraiment un qui m'a marqué beaucoup. Mais en 3, en fait, il y a Sarah Lélé, que moi j'avais jamais vue sur scène avant de partir à Montréal, et qui est trop forte, vraiment une tueuse. C'est pour ça que je l'ai invitée dans le podcast. C'est un des premiers épisodes qui va sortir en septembre. Et elle est trop forte, hein. Vraiment, elle a vraiment des chouettes sujets, elle a toujours un propos, elle parle de choses parfois engagées sans vouloir l'être, donc c'est jamais un TED Talk, mais en même temps c'est très intéressant et c'est drôle. Elle a une confiance en elle qui est assez casse-couille, parce que moi je me compare et je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais tellement avoir cette confiance, donc voilà, elle est vraiment trop forte. Merci. Merci pour ton honnêteté, Régis. Mais je t'en prie. Attends, il y a de l'ego et du doute qui arrivent. Ouais, attends. Cette saison, t'as aussi animé des soirées au What the Fun. Ouais. Donc tous les mardis au Réservoir Bar. À 20h. À 20h, donc à Bruxelles. Ça reprend en septembre. Déjà, est-ce que t'as aimé ce rôle de MC? Oui. Ça, c'est le meilleur truc de ma saison. Parce que tu l'avais jamais vraiment fait. En tout cas, t'avais déjà animé, mais pas toutes les semaines comme ça. Bah, en vrai, je l'ai fait à Montréal, où j'animais une soirée une fois par mois, où on co-animait avec Nicolas Mazzoni du Glou. Donc ça, c'était une fois par mois. Et après, j'ai commencé à animer toutes les semaines au Bistrot de Paris avec Balthazar à Montréal. C'était une soirée super chouette. Donc j'avais quand même pris de l'expérience à l'animation et de l'aisance à animer avant de recommencer. Et quand je suis revenu, en août et en septembre, quand la saison a repris, il y a Rudy du What the Fun qui m'a contacté pour lancer une nouvelle soirée, qui est la soirée What the Fun Test, où les humoristes viennent tester des nouvelles blagues. Donc c'est vraiment le concept. Je tiens à préciser, parce que comme ça, je le dis, ce n'est pas moi qui choisis les artistes qui passent dans la soirée test, c'est Rudy qui me propose des gens, et après il passe à la soirée, et moi je fais un retour à chaque scène de les passages de tout le monde,
je fais un peu un compte rendu de la soirée que j'envoie à Rudy. C'est Rudy qui choisit tout. Comme ça, ne m'envoyez pas de message, c'est pas moi qui choisis. Disclaimer. Et c'est une soirée que j'ai adorée. C'est vraiment la soirée qui me faisait du bien, qui m'a fait progresser. Je me suis éclaté avec cette soirée, j'ai adoré la faire. J'en ai peut-être pas assez profité. Donc l'objectif de la saison prochaine, c'est d'en profiter plus pour moi venir tester des choses. Parce que je me suis dit au début de la saison, allez, chaque semaine, je viens avec un nouveau 2 minutes. Je commence la scène, je teste un 2 minutes. Ça marche pas, c'est pas grave, on appelle le suivant. Voilà, ça c'était sur le papier. Dans les faits, il y a des fois où j'ai juste animé, parce que quand je faisais un test et que ça marchait pas, c'était dur de reprendre la soirée. Le rôle d'animateur, stand-upper, c'est des fois compliqué, parce que les gens se disent, bah, c'est le gars qui présente, donc quand il fait les sketchs, on s'en fout un peu, on veut plus qu'il nous parle. Donc c'est pas toujours évident de faire les deux. Donc je l'ai fait parfois, il y a des fois où ça c'était bien parce que ça a marché, il y a des fois où ça marchait pas, et il y a des fois où ça marchait beaucoup mieux quand j'animais, et où du coup, comme je faisais que l'animation, je me sentais beaucoup plus à l'aise, donc j'improvisais plus, donc j'étais plus marrant, et ça se passait très très bien. Mais c'est les meilleures soirées de la saison, et ça a été rare, mais il y a quelques fois on a dû annuler parce qu'il n'y avait pas assez de gens en fin de saison, parce que la fin de saison c'est toujours plus compliqué, et j'étais trop triste, genre de pas pouvoir faire cette soirée, parce que c'est la soirée où je m'éclate à l'animation, et j'ai eu des chouettes retours de Rudy qui est venu voir, des humoristes qui venaient faire la soirée, qui ont trouvé que c'était une soirée super chouette, parce que eux peuvent venir tester des choses. Moi j'adore, parce que comme j'adore regarder les passages de stand-up, ben je voyais les numéros pour la première fois avant un peu tout le monde, et donc quand je les revoyais jouer après plus tard dans une autre soirée avec un numéro qui cartonne, je pouvais dire ouais mais moi j'ai vu la première version et c'était déjà trop fort. Donc c'est assez chouette, c'est assez chouette. J'adore cette soirée, j'ai trop hâte de la reprendre. Là, je suis dès qu'il faut attendre septembre pour que ça se reprenne. Ouais. En attendant, t'as des soirées avec moi, c'est cool aussi. Ouais, c'est cool, ouais. En effet. Merde. Piège. Non, mais j'allais justement te demander qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à tes performances en solo de faire cette soirée-là. Donc, t'as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que ça t'a apporté d'autres choses? Est-ce que peut-être, du coup, t'es plus à l'aise sur scène ou justement plus confiant d'improviser, etc. Ouais. Ou d'interagir avec les gens. Après, je connais déjà un peu la réponse. Tu connais un peu la réponse, je pense qu'on a déjà parlé, en fait. C'est pas la première fois qu'on se parle de l'année, en fait. Ouais, hein. c'est vrai. Non, en vrai, ça m'a beaucoup aidé au niveau d'être à l'aise sur scène. Animer, comme je l'ai dit, je l'avais déjà fait beaucoup à Montréal, donc j'étais beaucoup plus à l'aise déjà. Mais à Montréal, je présentais beaucoup plus, que les interactions, je les limitais au maximum. Que ici, je les limitais pas du tout à l'animation, donc au contraire, des fois il fallait que je me contienne de pas continuer, de me rappeler qu'il y avait un spectacle qui devait se continuer, parce que je m'amusais trop à parler avec les gens, hein, et les gens sortent des dingueries, et donc c'est trop drôle d'en parler, quoi. Et donc ça m'a aidé à être beaucoup plus à l'aise sur scène et à faire ce truc de dire ce qui me passe par la tête et d'être dans le moment. Donc comme je suis plus dans le moment, ça a l'air moins répété et plus naturel. Et du coup, s'il se passe quelque chose dans la salle, l'autre jour j'ai joué à Lille, il y a un gars qui passe vraiment devant moi, qui coupe la vue au public et qui aurait pu passer complètement de l'autre côté. Donc avant, j'aurais juste regardé et me dit oh le connard qui passe devant tout le monde, qui manque de respect à tout le monde. J'aurais continué mon sketch tel quel en étant un peu perturbé. Ouais, t'aurais été en panique, en mode je perds mes moyens. Ouais, elle me connaît bien. Et là, j'ai réagi, j'en ai fait quelque chose de drôle. Et au final, les gens étaient éclatés de rire avec ça. Et après, j'ai continué mon sketch et ça s'est bien passé. Mais comme j'animais, c'était tout le temps moi qui devais commencer avec un public froid. Donc le fait de commencer une soirée, beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être le premier à passer, même si c'est plus dur. Plus à l'aise avec le fait qu'il y ait des silences, parfois. Et plus à l'aise avec le fait de dire des choses qui n'ont pas de blague. Parce que des fois, tu dois juste donner des consignes de comment ça va se passer dans la soirée. Et en fait, il n'y a pas de blague. Donc tu te retrouves à parler devant les gens. Et il n'y a pas de blague et c'est pas grave et ça va arriver, quoi. Donc voilà. Du coup, là, on parlait du réservoir bar. Quels sont, toi, tes autres endroits préférés pour jouer en Belgique et pourquoi? Ah, les endroits que je préfère jouer. Ou les scènes, enfin, je veux dire, ouais. les villes où, enfin, tu choisis comme t'as envie de répondre. Alors, en ville, Liège. Ah bon? Ah bon? T'es choqué par cette info? Non, en vrai, Liège, à chaque fois que j'y suis allé, c'est assez fou. Public incroyable. C'est un peu un cliché qu'on a sur le public liégeois, qu'il est le meilleur public, mais c'est assez fou. À chaque fois que je suis allé à Liège, je suis revenu trop content.
d'avoir été joué à Liège. J'ai pas une scène où j'ai été joué à Liège où je me suis dit oh bof. Non, c'était à chaque fois trop bien. Beaucoup de scènes qui sont organisées par l'Ardent Comedy Club. Salut Médéric, qui fait ça super bien. C'est aussi ça qui aide, c'est que c'est des scènes qui sont bien organisées, de qualité, où il y a des gens dans le public à chaque fois. Parmi mes meilleures soirées avec le Ardent Comedy Club, aussi au Comédie en Île, j'ai joué là-bas 2 fois cette saison. Salle incroyable, c'est une salle de 150 places je crois, enfin une centaine de personnes, et les 2 fois ça s'est super bien passé, genre abusé. Et en fait à chaque fois que je te téléphone, parce qu'à chaque fois j'appelle Adeline pour les gens qui écoutent. C'est moi. Je l'appelle pour faire un petit peu un compte rendu de ce qui s'est passé, et quand c'est Liège à chaque fois clairement je suis trop content et je dis j'adore Liège, j'adore le public liégeois, nanana, c'est trop bien passé. Je me dis des fois qu'on va devoir déménager. Et donc Liège en général, je l'ai joué que une fois cette saison, mais j'ai joué à Los Amoil avec le What the Fun, la scène de Florent Lausson, et ça s'est trop bien passé. C'était super cool. Donc je suis toujours trop content d'aller jouer là-bas. J'avais déjà fait un 30-30, un 3x30 là-bas, trop long d'ailleurs, de faire 3x30, fait 2x30. C'était très très chouette et c'est vraiment un chouette endroit. C'est un des plus vieux cabarets de Bruxelles, donc c'est trop bien. Et je cherche donc réservoir d'office. J'ai joué une fois aux planches avec le What the Fun aussi, qui était vraiment cool. C'est très 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 bien passé cette fois-là, donc voilà pour les lieux cette année. Ok, est-ce que tu recommandes d'autres endroits en dehors de la Belgique? Parce que t'as quand même pas mal joué à Lille. Ah oui. T'es allé au Luxembourg aussi. Oui, c'est vrai. J'ai joué une fois au Luxembourg, c'était très très chouette. Est-ce que tu recommandes des scènes, des endroits, ou est-ce que c'était vraiment nul et tu recommandes pas du tout d'y aller? Non, il n'y a pas vraiment de scène où je dirais aux gens de ne pas y aller du tout. Les scènes où je dirais de ne pas y aller du tout, elles n'existent plus et c'est tant mieux. Mm-hmm. Non, ce qui était très très chouette, c'est d'aller dans la province du Luxembourg avec le Deluxe Comedy Club, qu'organise Vincent Van Paris. C'est trop bien. Je suis allé jouer 2 fois à Fratin, qui est à 2h30 d'ici. Et on se dit, en faisant la route, ça ne vaut vraiment pas la peine de faire autant de route pour aller faire des blagues. Et une fois qu'on est dans le public, devant 200 personnes ultra motivées. Dans le public, devant 200 personnes Devant le public qui comporte 200 personnes. Foutez de bien. Là, c'est trop bien. Et ça, on se dit vraiment que ça vaut le coup. Et donc, en fait, on fait l'aller en se disant, ça va être long. Et on revient trop content en mode cette scène était géniale, en plus bien payée. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de scènes à Lille cette année, avec plusieurs gens qui organisent des scènes là-bas. J'ai fait plusieurs scènes avec l'Incroyable Comedy Club de Brandon, qui est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées, et c'est une des chouettes rencontres de cette année-ci. Aussi avec Jean Kiri à Lille, donc il y a des gens qui nous écoutent qui sont sur Lille. Il y a Jean Kiri qui organise plein de plateaux un peu itinérants, un peu comme le fait le What the Fun. À Bruxelles, ils organisent des scènes un peu partout. Il y a beaucoup d'endroits où on teste et donc des fois c'est compliqué parce qu'on se rend compte que l'endroit est pas adapté pour faire du stand-up. Il y a des endroits c'est plus compliqué, donc il y a parfois où il y a eu des petites galères, mais c'est une première fois, c'est toujours dans une bonne ambiance, mais il y a vraiment eu des très très bonnes soirées avec Jean Kiri. J'ai joué avec le Loco, mais ça n'existe plus, donc c'est bien de le recommander, Régis, c'est super important, bravo, belle initiative. Il y a Aïda qui organise beaucoup de scènes beaucoup d'open mic et de scènes au Luxembourg, et j'en ai fait une où j'ai fait un roast avec Rocco Mati, et c'était trop bien parce que j'adore le roast. C'est un des très bons souvenirs de cette année aussi. Voilà. Du coup, tu as déjà parlé un petit peu de tes meilleures scènes. Est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes pour tes pires scènes ou tes pires expériences sur scène de cette saison? Peut-être pas toutes, mais quelques-unes qui te viennent en tête en premier. Des pires scènes? Ouais, les pires. Pas les meilleures? D'abord les pires. On finit avec le positif. Ok, finit avec le positif. Pire scène, la pire scène de cette année, c'est clairement une scène qu'on a essayé d'organiser à Mons, tout près de chez moi. Donc le gars qui organise avait l'air super enthousiaste de faire une soirée stand-up, fait les réservations et tout, ça c'est assez bien rempli. Mais dans les faits, on est arrivé sur place, on s'est dit bon, il y a déjà pas du tout le nombre de places assises par rapport au nombre de réservations. Donc on a rajouté des places en dernière minute, machin. On s'est dit ok. Puis après il y avait beaucoup de gens qui restaient debout tout près du bar à boire. Donc on dit est-ce qu'ils vont s'asseoir? Fait non, mais c'est les habitués du bar. Tu sais, eux ils sont là pour boire un verre, mais t'inquiète, ils vont pas déranger. Bien sûr. Il y a ça. Puis après le spectacle commençait à 20h, à 19h30, il y a un des gars complètement saoul qui est là,
qui commence à chanter Patrick Bruel au micro qu'on devait utiliser pour la scène. Et étonnamment, il chantait pas si mal. Étonnamment, quand il a commencé à chanter, j'ai fait ah ok, je m'attendais à beaucoup pire. Donc en plus, vu que t'es fan de Patrick Bruel. ah là, ça y est, on sort les vieux dossiers. J'ai écouté Patrick Bruel à une époque quand j'étais plus jeune. On fait tous des erreurs dans la vie. Toi, tu sors avec moi, tu peux pas me juger les erreurs des gens. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et donc le spectacle commence et bien sûr les gens sont complètement bourrés, n'arrêtent pas de parler. Il y a aussi 2 enfants en bas âge qui sont avec eux, ce qui est très dérangeant à plein de niveaux. Dérangeant aussi pour nous parce qu'on entend qu'ils jouent sur leur tablette avec le son à fond, et quand on fait une remarque sur le fait qu'il y a des enfants dans un bar à 22h avec des parents bourrés, ça prend pas bien, étrangement. Il y a même un artiste qui a arrêté son passage parce que pendant son passage, il y a des gens qui lui faisaient des doigts et il commençait à être agressif dans comment il répondait aux gens. Il voulait pas, en fait, parler mal aux gens. C'est pas pour ça qu'il fait du stand-up. Il dit, et j'étais d'accord avec lui. Faut se respecter et c'est pas les bonnes conditions pour jouer, tu ne joues pas. Et en fait, on ne fera plus de soirée là-bas parce que pour une partie du public qui écoutait, c'était super chouette, mais très dérangeant d'entendre le bruit des gens qui parlent et de voir qu'on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Donc qu'il y a pas de respect en fait de l'autre côté quoi. Ouais. Donc le public nous en a pas voulu, mais si c'est la première fois qu'ils venaient du stand-up, je pense qu'ils se disent le stand-up c'est un foutoir quoi. Et donc voilà, ça c'était la pire de la saison parce que c'était très dur, pas beaucoup de rire, très dur de jouer devant des gens sous. Et des gens qui ont pas envie d'être là en fait, en tout cas de regarder du stand-up. Et puis des gens sous, debout, non. Assis, sobre, très bien. C'est mon genre de public. C'était les pires conditions en même temps, donc. Ouais. Au réservoir, on a eu des gens bourrés qui sont descendus dans la salle pour demander de l'argent et des trucs ainsi. Donc le bar s'en est occupé de les sortir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une dame qui était dans le bar. Et donc moi je préviens tout le monde pour dire que la soirée va commencer. Je dis il y a une soirée stand-up qui va commencer. Elle dit mais c'est quoi la soirée stand-up? Et donc j'explique un peu. Et elle dit je vais venir. Mais elle comprenait rien à ce qui se passait. Je pense pas qu'elle comprenait le principe du spectacle, parce qu'une fois que je parlais un petit peu avec les gens dans le public, puis après il y avait un passage et elle dit bon maintenant c'est à moi de parler. Est-ce que vous me demandez pas c'est quoi mes hobbies, c'est quoi mon nom? Puis après elle commence à parler. Elle répondait aux gens tout le temps. Donc quelqu'un disait je sais pas, je suis allé à la salle de sport. Elle fait moi aussi je vais à la salle de sport. Donc il arrivait à lui expliquer que il fallait pas parler et écouter le spectacle. C'était compliqué parce que je pense qu'elle comprenait pas le principe. On a eu aussi un groupe de gens qui nous avaient déjà prévenus à l'étage en mode avec nous ça va être dur. On était là, pardon, pourquoi? Mais vous allez voir, on est chiant. J'étais là, ok. Super, ça commence bien, ouais. Mais il voulait absolument nous interrompre, tout le temps parler. Enfin, c'était très désagréable. Sinon, il y a eu une scène avec Jean Kiri qui était dans un énorme hangar, donc devant beaucoup de gens. Ça c'est trop bien. Super cool, super bien reçu, super bien invité et tout ça, mais c'est 200 personnes qui mangent, et à côté de la scène, ils avaient prévu un espace de jeu pour des enfants en bas âge qui hurlent à la mort et qui montent sur la scène dans les passages de plusieurs. Cette scène-là, il y a une personne plus âgée qui a commencé à me huer au milieu du sketch, et j'ai pas trop compris pourquoi. Je lui ai répondu un petit peu trop agressivement. J'aurais pas dû, mais on apprend, tu vois. En même temps, tu te fais huer, t'as une petite réaction un peu d'énervement. Les enfants, le bruit, t'es pas sûr qu'on t'entende. Voilà, ça c'était un peu sportif. Et après, après il y a des soirées où ça à Paris, quoi. Il y en a pas eu tant que ça. Je suis content, j'ai eu une bonne année. Peut-être aussi parce que je teste pas assez de nouvelles choses aussi, soyons honnêtes, que je reste trop dans du rodé. Il y a une scène surtout que j'ai fait à Waterloo où je passais en premier et où ça a été très très calme comme réponse, on va dire ça comme ça. Je suis passé premier, j'ai eu très peu de rire. Mais la scène était un peu compliquée parce que c'est une salle très haute et tout ça, donc ça c'est les conditions, mais c'est moi aussi qui n'ai pas réussi à avoir le public. Et donc on regardait un petit peu, on m'écoutait à moitié, ça riait pas beaucoup. Et après, ceux qui sont passés d'après moi ont très bien fait ça. Donc il fallait un peu les choper, et j'ai pas réussi à le faire. Parce que j'ai pas osé le faire non plus. Donc ça, c'est arrivé à trouver le truc de quand t'animes, tu parles beaucoup aux gens. Quand tu joues, tu peux le faire aussi un petit peu. Mais arriver à trouver le bon degré pour quand même essayer ces blagues.
mais quand même connecté avec le public. Et ça, c'est encore un truc que je dois trouver comment le faire. Et aussi arriver à ne pas être déstabilisé quand je vois que ça rit pas. Ça, c'est mon gros truc. De pas me concentrer sur les gens qui ne rient pas et me demander pourquoi ils rient pas. Après, je l'ai fait à Lille l'autre jour de dire vous riez pas, c'est parce que vous me détestez, et la dame m'a répondu oui. Donc c'était un peu perturbant, mais j'en ai fait des blagues, donc c'était bien. Mais au final, j'étais limite content de lui avoir demandé, parce que le fait qu'elle l'ait dit, j'ai arrêté d'y penser. Mais je pense que parfois il y a des gens qui ne rient pas aussi fort que toi aussi. Oui. Et ça, il faut juste l'accepter, parce que c'est vrai que des fois, t'as l'impression que les gens rigolent pas, alors qu'en fait, ils rigolent, mais peut-être pas autant que toi tu le ferais. C'est quelque chose que je pense que tu dois apprendre et peut-être t'habituer. Ouais, c'est clairement dans les trucs que je dois apprendre, de pas être déstabilisé quand il y a des gens qui rient pas. C'est dans les trucs que je dois apprendre. Parce que souvent, tu le disais quand même souvent, c'est que après, quand tu vas voir les gens, soit les gens te disent c'était trop bien, on a adoré, et tu te disais qu'ils passaient vraiment un mauvais moment. Oui. Donc du coup, ne pas faire de suppositions. Oui, ne pas faire de suppositions. Je crois que c'est le truc que sur lequel je dois travailler. Ne pas faire de suppositions dans le sens, peut-être que ça se passe bien, peut-être qu'ils aiment bien, peut-être qu'ils sont juste plus calmes. Mais c'est vrai que souvent je compare avec moi qui rit super fort, beaucoup trop fort. Oui. Voilà. C'est gênant. Adeline est gênée de venir voir des spectacles avec moi parce que je ris trop fort et du coup on la repère. Non, on te repère. Et on te repère à côté de moi. C'est ça. Et donc, le gap entre eux et moi est un peu trop fort. Je dirais des gens, tu ne vois même pas sur leur visage qu'ils sourient. Et moi, on m'entend dans la salle d'à côté. Donc, la différence est un peu trop forte, je dirais. Mais oui, c'est un truc sur lequel je dois vraiment... ou en tout cas, arriver à faire abstraction de ça. Arriver à se dire, je ferai pas rire tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Mais une fois que t'es sur scène, c'est dur de faire abstraction des gens qui rient pas, qui ne sourient pas, qui n'applaudissent pas quand tout le monde applaudit, alors qu'on leur a dit qu'il fallait applaudir quand les autres applaudissaient. Mais juste eux, ils ne veulent pas faire partie du spectacle et montrer un peu de joie et de bonne humeur et faire participer à ce moment de joie. Non, je préfère rester dans le silence et ne pas bouger. Enfin voilà. Est-ce que tu as besoin d'être aimé par tout le monde, Régis? Oula. Non, c'était une blague. Ouais, j'étais parti. Oui. Question suivante. Est-ce que tu peux aussi nous parler du coup de ton expérience au Next Prince? Oui, cette année, c'était la première fois que je pouvais faire le Next Prince, Next Princess of Comedy au Kings of Comedy Club, qui est un concours qui est organisé tous les ans par le Kings of Comedy Club, où il y a d'abord des sélections, puis après il y a des duels avec un autre humoriste, et ils font une espèce de championnat pour élire le Next Prince ou Next Princess. Et c'est un concours qui a beaucoup d'humoristes que j'adore qui ont gagné. Il y a Laura Lone, Guillermo Guise, Ino JP, Florent Lausson, Gaëtan Delferrière, Mehdi BTB, j'en oublie plein, désolé pour eux, mais qui ont gagné ce concours. Donc c'est toujours un concours que j'avais eu envie de faire, mais que j'avais jamais eu l'occasion de faire, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé, mais très peu de temps que je peux venir un mercredi soir. Parce qu'avant, oui, tu travaillais quoi. Avant, je travaillais le soir. Ce qui est d'ailleurs un truc qui m'ennuie beaucoup, c'est quand on me dit t'as commencé le stand-up quand? Je dis ma première scène c'est 2014. Mais en vrai... Ouais, tu travaillais tous les soirs, donc en fait tu faisais pas beaucoup de scènes. Voilà, quelqu'un qui a commencé en 2019 et qui joue régulièrement a fait plus de scènes que moi. Je voulais juste que tu me parles de ton expérience en fait. Je suis stressé. Mais respire. Bah oui, excuse-moi. Tu seras pas évalué à la fin. Ah ouais enfin, peut-être par les auditeurs, hein, j'en sais rien. Bah, mettez une cote sur Mettez 5 étoiles, apparemment, il aime bien les numéros 5. Ouais, c'est ça. Mettez 5 étoiles sur Instagram. Ouais, mettez 5 étoiles sur Spotify, que je serai à 555, ça me fera plaisir. Non, mais donc le Next Prince, c'était pour un peu resituer, parce que j'étais trop content de pouvoir enfin faire ce concours que je pouvais pas faire les années précédentes. Et donc j'ai fait le premier niveau, et j'ai pris un de mes sketchs qui marche le mieux, qui est un sketch que j'avais déjà fait au Gong Show à Montréal, qui s'était super bien passé. Donc j'étais venu en me disant les éliminatoires, je pense que ça va bien se passer. Après on verra quel autre numéro je ferai pour la suite, mais voilà. Donc je suis arrivé très confiant et ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Et j'ai eu peu de réactions sur ce sketch qui d'habitude marche très bien. Et là, ce jour-là, ça s'est pas très bien passé. Et en fait, je n'ai pas passé les sélections.
Et en fait, ils en sélectionnaient combien? Ils en sélectionnaient 22 et j'étais pas dedans. Et là, c'est ce que je disais avec le travail sur l'ego, c'est de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ces sélections et qui ont moins d'expérience que moi dans les faits, qui ont mieux fait, après c'est le principe de tu fais une scène, ça se passe bien, c'est aussi subjectif et tout ça, mais le fait de ne pas avoir été pris là-dedans, ça a été un coup à mon ego. Quand même, je suis honnête là-dessus, de ne pas être pris dedans. C'est un truc que j'aime pas, et c'est pour ça que je dis que c'est un travail sur l'ego, et c'était dans mes 3 mots tout à l'heure. C'est que tu te rends compte que t'as un ego, que moi je pensais pas que j'avais tant d'ego que ça, parce que je suis pas un très grand fan de moi-même, mais je me rends compte qu'en fait je me prends pas tant que ça pour de la merde, est-ce que c'est du positif? Je ne sais pas. Mais je pensais vraiment dans les sélections être pris et après aller voir jusqu'où je pourrais aller. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été dur. Et en fait, après, il y a une humoriste qui n'a pas pu faire la suite du championnat parce qu'elle n'était pas disponible ce jour-là. Elle était en Irlande, parce que c'est quelqu'un qui est irlandaise de départ, qui d'ailleurs... C'est Nive qui a déjà participé au podcast, d'ailleurs. C'est Nive Moroney qui a déjà participé au podcast et qui faisait son premier passage en français. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais écrit avec elle en français pour essayer de traduire son sketch de l'anglais vers le français pour que ça sonne le mieux possible au niveau de la prononciation, au niveau des mots utilisés, tout ça. Donc, j'étais trop content pour elle. Mais c'est ça qui est dur dans les concours, c'est que j'étais trop content pour elle et en même temps, elle est passée devant moi. Mais j'étais trop content pour elle. En vrai, j'étais trop content pour tous ceux qui sont passés. Mais c'est ça qui est chiant avec les concours. Parce que tu te dis, mais moi, j'ai pas été pris. Donc, tu peux pas t'empêcher de penser à toi-même. Bah, c'est de la comparaison. C'est ça. Mais on fait que se comparer. Et donc, elle n'a pas été prise. Donc, ils ont sélectionné celui qui était juste après. Donc c'était moi. Donc ça m'a un peu rassuré de me dire que j'étais le 23e. Que j'étais le 23e, que j'étais pas le 79e, tu vois. L'étape suivante, c'était un duel, donc dans le championnat. Un humoriste rencontre un autre humoriste. On tire au sort qui lui passe premier. Il fait son sketch. L'autre personne fait son sketch. Et après, le jury décide entre les deux qui reste pour la suite. Donc c'est vraiment à élimination. Il y avait, il me semble, 5 membres du jury. Et c'est celui qui a le plus de points qui passe. Chaque membre du jury vote pour une personne. Et donc je fais mon passage, ça se passe excessivement bien, c'est super chouette, un très 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 bon passage, très content de moi. Et donc je suis descendu de scène ultra ravi, en me disant que surtout que ça s'était tellement pas bien passé la première fois que la différence était folle, pour un sketch qui pour le coup est moins rodé que le premier que j'avais fait. Donc comme quoi des fois tu peux pas avoir de certitude. Ouais, c'est hyper subjectif. Ouais. Par rapport aux gens qui sont dans la salle et même par rapport au jury. Ouais. Et après, c'est Mélanie Akari qui fait son passage et qui cartonne tout. Vraiment super bon passage. Moi, j'adore ce qu'elle fait. J'aurais pu la citer aussi dans les personnes tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. On en citait que 3, c'était compliqué. Et donc, elle fait un passage qui est super fort et tous les deux, on se félicite après le passage. Trop contents tous les deux d'avoir fait un bon passage et de se dire, ah, c'est trop cool. Et en vrai, les jurys nous ont dit qu'ils avaient eu du mal à choisir entre nous deux. Il y avait 5 personnes, elle a eu 3 votes, j'en ai eu 2. Très content pour elle. Et voilà. Là, j'étais pas dégoûté parce que je me suis dit, là, le jury a choisi ceux qu'ils ont préférés. Il y a des gens dans le public qui auraient préféré moi, il y a des gens dans le public qui auraient préféré elle. C'est tant mieux, très bien. Et c'est la petite blague que je lui faisais, c'est que elle a gagné le concours. Et du coup, à chaque étape, quand elle passait les étapes, je lui disais continue de gagner. Comme ça, si tu gagnes, je pourrais dire oui, j'ai perdu contre elle, mais en même temps, c'est elle qui a gagné. Donc, est-ce que je suis pas un petit peu deuxième dans le classement? Clairement pas. Mais voilà, ça faisait plaisir que ça se soit bien passé, quoi. Mm-hmm. T'as aussi participé au Namur is a Joke? Alors, donc, j'ai participé au festival Namur is a Joke qui est organisé à Namur, qui est le festival de Guillaume Voudétan. Et donc, il y avait une soirée concours entre humoristes. Et en fait, le gagnant du concours gagne la possibilité de jouer son spectacle complet au Namur is a Joke et gagne aussi la possibilité d'aller jouer au festival Comédia à Québec. Et ça, c'est vraiment le truc qui me faisait le plus envie. J'aurais trop eu envie de pouvoir aller retourner à Montréal, rejouer en me disant hey, j'ai gagné un concours en plus, c'était un peu stylé. Tu peux aussi jouer au festival Morche Sourire en Suisse. Tu reçois aussi un prix, tu reçois 500 €, je crois. Et voilà, donc c'est trop cool. Et donc la demi-finale se passe, je pense qu'on est une quinzaine de personnes. Je me rappelle plus si c'est 15 ou 20, mais bref,
certain nombre d'humoristes qui sont déjà sélectionnés, parce qu'on a envoyé une vidéo, on est sélectionné, donc déjà ça fait très plaisir d'être dans les personnes sélectionnées. On sait que avec des gens que on croise sur les scènes, que je croise sur les scènes et que j'aime beaucoup, donc l'ambiance est super chouette, je trouve. Et la demi-finale, c'est vraiment très très bien passé. Genre après mon passage, j'étais persuadé que j'étais pris pour la suite. Je me suis dit, je suis sorti de scène, je t'ai appelé direct en me disant bah ça s'est trop bien passé. En fait trop content parce qu'il y a le stress de c'est un concours en plus qui s'ajoute et j'étais persuadé d'être pris et en effet j'ai été pris pour la finale le lendemain. Bravo. Merci. Et donc pour la finale le lendemain, là on était 4 à faire un passage aussi et ça s'est vraiment bien passé aussi et donc j'étais confiant. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un concours et que je pense que c'est possible que je le gagne, ce qui pour moi est déjà beaucoup. Mais au final, je ne l'ai pas gagné. C'est Ilona qui l'a gagné. Et moi, j'adore Ilona. Je l'ai reçue dans le podcast. Donc, très content pour elle. Très dégoûté pour moi-même, hein, si on est honnête un petit peu avec soi-même. Bah, c'est normal. Quand tu participes à un concours, t'as envie de gagner. Oui, c'est ça. Donc, c'est normal. Et en plus, comme ça s'est bien passé, bah, je me suis dit, bah, c'était l'occasion. Tu vois, si j'avais complètement foiré, là, d'office, c'est pas moi. Là, j'espérais jusqu'au dernier moment. Mais déjà, c'est chouette de se dire que... Je pensais que c'était possible, quoi. Donc c'était très cool. Très chouette expérience, c'est très bien passé. Je me suis pas laissé prendre par le stress du concours parce que ça rajoute un stress supplémentaire aux scènes que tu fais d'habitude. Et donc je suis content de pas avoir perdu mes moyens à cette situation-là. Donc j'ai l'impression que le stress, ça va quand même vachement mieux au niveau gestion du stress par rapport à avant. Mm-hmm. Ce qui, enfin, en même temps, au tout début, Adeline était moins... C'était compliqué. J'oubliais mon texte, j'arrivais plus à parler, je mangeais pas le jour même. Maintenant, je peux manger juste avant, aucun problème. Donc c'est assez cool. Et si là, t'as l'opportunité de refaire ces concours, est-ce que tu les refais ou pas? C'est marrant que t'hésites. Pourquoi tu pensais que j'allais répondre direct? Ouais. Mais ça a été dur. En vrai, ça a vraiment... Ego. Ouais, c'est vraiment mon ego qui a pris beaucoup. Et des fois, je me dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de ce stress supplémentaire et le fait de se comparer avec les gens, qui est quand même pas le truc le plus agréable. Parce qu'en vrai, je m'entends bien avec tout le monde et j'aimerais bien que tout le monde gagne, mais c'est pas le principe du concours, tu vois. Et la déception quand c'est pas le cas, c'est assez compliqué. Mais en même temps, si j'avais gagné, j'aurais pas du tout le même discours que ce que j'ai là, tu vois. Donc je pense que en tout cas, je renverrai une vidéo et je retenterai ma chance pour les deux, je pense. Et je travaillerai juste sur mon ego. Ouais. Bah, c'est pas spécialement sur l'ego, c'est sur l'estime de soi, je pense. Bah, c'est parce que, enfin, tu vois, tu te dis que, du coup, ce que tu fais, c'est nul, alors que c'est pas vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je pense que c'est à force de faire aussi en te confrontant que ça devient de moins en moins difficile d'accepter que, ben, tu gagnes pas ou, enfin, tu vois, que d'autres gagnent à ta place, etc. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je disais, c'est dans les mots de cette année-ci, parce que j'entendais souvent les humoristes dans le podcast dire que c'est un métier qui fait mal à l'ego, qu'il faut perdre son ego et tout ça, et j'entendais l'info, mais je le vivais pas spécialement parce que c'était pas assez régulier. Donc c'était de temps en temps, donc je me disais si ça s'est pas bien passé, en même temps je joue pas beaucoup, les autres ont plus l'expérience, ils jouent plus, nanana. Là quand je joue, je joue régulièrement. Je peux comparer les fois où ça se passe bien, les fois où ça se passe pas bien. Donc c'est vraiment un travail sur l'ego parce qu'il y a des endroits où je pense que ça va bien se passer et ça se passe pas aussi bien que je voulais. Il y a des concours que je me dis j'allais d'office passer et en fait pas spécialement. Il y a des gens qui commencent, qui ont fait des meilleurs passages que moi et ça tu te dis je pensais que j'avais pris un peu d'expérience, tu vois. Il y a des endroits où je joue pas et où je pense que je pourrais jouer. Donc là ça travaille ton ego aussi. Il y a des scènes t'es pas booké. Et tu te dis pourquoi je suis pas booké? Est-ce que c'est parce que les gens aiment pas ce que je fais? Est-ce que c'est parce que je suis pas sympathique ou je suis bizarre? Je suis pas le gars le plus sociable de l'histoire du monde non plus. C'est faux. Je suis pas aussi sociable que j'aimerais l'être. Je suis souvent c'est faux. Non, je suis souvent un petit peu à côté et j'ose pas venir parler aux gens, demander à faire une première partie, demander à jouer tel endroit, demander des trucs. Et quand je le fais, je dois vraiment faire un effort sur moi-même pour oser envoyer le message ou pour oser aller parler avec quelqu'un ou demander des trucs. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais c'est aussi de l'ego de
Pourquoi on me prend pas? Peut-être parce que t'as pas demandé aussi, tu vois. Et je demande pas parce que j'ose pas non plus, donc enfin voilà, c'est ça que c'est un gros travail sur l'ego parce que il y a des endroits où je voudrais jouer et je joue pas, il y a des endroits où je suis pas booké, où je suis booké une seule fois, où je suis booké en remplacement. Il y a beaucoup de scènes que j'ai fait en remplacement et je me suis dit bah oui, mais je m'étais inscrit au départ, il suffisait de me prendre au départ, tu vois. Mais c'est de l'ego encore une fois, parce qu'il y a des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps que moi, beaucoup plus régulièrement. En fait, peut-être pas beaucoup plus longtemps en termes de durée, mais de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus régulière. Donc voilà, il y a des endroits où j'espère pouvoir jouer dans le futur, parce que ça me prend la tête parfois, souvent. Juste un peu. Mais donc voilà. En vrai, il faut que je continue à travailler. Et c'est ce que me dit tout le temps une personne avec qui je partage ma vie, qui me dit que il suffit de devenir suffisamment fort et les gens vont t'appeler à leur scène et se rendre compte que ce que tu fais c'est bien. Ton travail parlera pour toi. Nanana. Mais en même temps, c'est quand même plus facile de montrer ce que tu peux faire si on te laisse jouer à l'endroit au départ. Mais voilà, il faut aussi créer ces trucs. Il y a plein de gens qui créent des scènes et qui font des trucs super bien. Je parlais du Ardent Comedy Club. Il y a Rocco qui organise des scènes à Mons, à Charleroi, qui sont trop bien avec le Rock Comedy Club. Il y a plein de scènes super chouettes. Il y a le Brawl Comedy Club de Billette. Il y a le Getsu Comedy Club. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui organisent des scènes et qui créent leurs propres opportunités. Et faudrait que j'ai ça, mais je dis toujours que j'ai pas ce truc de promoteur de créer mes trucs, mais c'est aussi des grosses excuses. Voilà. Je savais que t'allais me poser des questions qui allaient me mettre en difficulté et qui allaient... Ça te met en difficulté? Ouais, je suis pas à mon aise là présentement. J'ai chaud et pourtant aujourd'hui il fait pas si chaud, mais voilà. Pour le travail sur l'ego. De base, on parlait de Namur is a joke. Et je te demandais si on te donnait l'opportunité, est-ce que tu le referais? Oui, je pense que je le referai et il faut que j'en fasse d'autres parce que ça me challenge quand même. Et je pense que ça montre aussi ce que je fais. Et ça c'est cool parce qu'il faut que je montre plus ce que je fais si je veux remplir des salles à un moment donné. Parce que j'ai essayé d'organiser par exemple un 30-30 à Bruxelles et il n'y avait pas beaucoup de réservations. Même si c'était une expérience super chouette. Je pense que parce que on a parlé des pires scènes, mais dans les meilleures scènes, il y a le 30-30 que j'ai fait à Mons avec Rocco. On a chacun fait 30 minutes, ce qui s'est super bien passé à Mons. Et j'en ai fait un autre. Au départ, on devait le faire à deux. Finalement, je l'ai fait tout seul parce qu'il n'y avait pas assez de réservations. Et que, voilà, ça s'est fait comme ça. On va pas aller dans les détails. Mais j'ai joué tout seul au final. Et au lieu de faire 30 minutes, j'ai fait 45 parce que j'ai improvisé, j'ai parlé avec le public. Et ils étaient 8 dans le public. Et j'ai joué quand même. J'ai joué 45 minutes, 50 minutes devant eux. Et ça s'est super bien passé parce que je pouvais vraiment dire telle blague fait rire 6 personnes sur 8, celle-là en fait rire 7, celle-là en fait rire les 8, celle-là n'en fait rire qu'un sur les 8. Donc... Mais tu vois, je pense que c'est bien de se confronter à ce genre de scène aussi où il n'y a pas beaucoup de monde devant toi, ne serait-ce que pour ton ego. Tu vois, on a parlé de l'ego. En fait, je pense que on oublie souvent que les humoristes qui sont très connus maintenant ou qui cartonnent, en fait, ils ont commencé aussi de zéro ou peut-être il y avait personne devant eux. Et en fait, on voit jamais ça. On voit que les réussites ou le point final, en fait. Et on a tendance toujours à se comparer aux gens qui ont déjà réussi, mais pas à leur point de départ. Et donc, en fait, des fois, on se compare alors qu'il n'y a pas de raison. Genre, tu peux pas te comparer si toi tu commences à quelqu'un qui réussit et qui gagne des millions, quoi. À fond. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien le podcast que je fais ici et de parler avec les humoristes de leur parcours pour se rendre compte que ils ont démarré à un point au départ, mais oui, en effet, c'est encore un travail sur l'ego de faire la promo pour le spectacle, essayer de remplir, en parler et se rendre compte que on te connaît pas, Régis. Pourquoi on irait voir ton spectacle plus que celui d'un autre? Pourquoi on se déplacerait pour venir te voir? Peut-être j'avais pas bien choisi la date, peut-être j'avais pas assez communiqué, ça c'est plein de choses qu'il faut améliorer. Mais dans les faits, oui, il faut que je montre plus ce que je fais pour que les gens aient plus conscience de ce que je fais. Et s'il y a pas beaucoup, c'est pas grave, faut assumer. Donc je suis content d'avoir assumé le spectacle et ça s'est très bien passé. Mais en effet, l'ego prend un peu de voir que ça remplit pas aussi.
Ouais, parce que tu vois, c'est peut-être 8 personnes là. En fait, ça tombe, tu vois, quand tu seras une méga star. Elles vont se dire, et j'étais là à ces premiers spectacles, tu vois. C'est gentil de penser que je serai un méga star. Mais non, mais faut croire en soi. Bah oui. Non, mais même, je le dis pour même tout le monde qui commence quelque part. Même si c'est pas dans l'humour ou quoi, je trouve que c'est important ouais, c'est les bases, quoi. Genre, arrêtons de nous comparer toujours à des gens qui ont réussi ou qui ont la vie qu'on voudrait avoir. Si nous, en fait, on est seulement au début. Parce que eux aussi, ils ont commencé quelque part et peut-être qu'il y avait 2 personnes ou qu'ils se sont tapés des gros bides en stand-up. Et en fait, oui, c'est de l'ego. Mais enfin, plus tu vas te confronter à ça aussi, plus ça va t'aider à arrêter de te comparer, ça va te donner confiance en toi et de moins en moins t'auras cet ego de dire personne ne m'aime, quoi. J'ai jamais dit ça, c'est faux. Encore une fois, c'est des trucs que je sais mais qu'il faut que j'applique. Mais après, il faut... Si seulement. Mais en vrai, il faut aussi que je fasse en sorte que je montre plus ce que je fais pour essayer de remplir parce que je le fais pas assez. Je mets plus en avant le podcast que moi en tant qu'humoriste. Et si mon objectif c'est d'être humoriste, il faut que je le mette plus en avant. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à aller voir Régis tous les en mardis. spectacle. Non, pas tous les mardis, parce que là t'es en MC, c'est pas la même chose. Oui, mais allez voir aussi. les scènes où Régis est en train de jouer. Merci. Ouais, mais il faut surtout que je travaille plus et que j'écrive plus, parce que ça c'est le truc que je fais pas assez. C'est prendre le temps d'écrire. Cette année, c'est un des trucs à faire. Parce que ça, c'est un truc dont je voulais parler dans le bilan. C'est un peu la gestion de mon temps. Je sais pas si t'avais prévu un truc par rapport à ça. On allait en venir plus tard. Là, on a fait un peu le bilan de ta saison en termes de scène. Ouais. Et du coup, là, je voudrais plus qu'on parle un petit peu plus de la réalité du métier, de ce que tu as ressenti cette année dans ce lancement de carrière en tant qu'indépendant, dans l'humour. Parce que je me suis dit que ça pourra aussi peut-être aider les personnes soit qui aimeraient se lancer, mais aussi justement à connaître un peu l'envers du décor de ça fait quoi d'être humoriste indépendant, d'avoir peut-être encore un job à côté, etc. Comment on gère tout ça. Je sais pas si c'est... Si c'est ok, ouais, on passe à ça. Si. Du coup, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour toi, vivre du stand-up? Et comment tu gères ce travail au quotidien? Bon, l'objectif, ce serait d'arriver à payer tout avec le stand-up, de ne vivre que de la scène. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est l'objectif. J'aimerais y arriver. Je me suis dit que j'aimerais ne faire plus que de la scène et le podcast. Bien sûr, j'aimerais faire ça en septembre 2025. Essayer de ne faire plus que ça. Tu l'as annoncé publiquement là dans ton podcast. Ouais, c'est bien, ça va t'obliger à avancer. Ouais, c'est clair. Mais donc c'est ça. Pour moi, ça serait ça, vivre du stand-up. Ça serait que les seules rentrées d'argent que j'ai soient liées à l'humour. Et ça serait trop bien. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Ok, du coup, comment tu gères ça dans ta vie au quotidien? Ça a été compliqué parce que pour remettre en contexte, moi j'avais quand je suis parti à Montréal. Oui, parce que moi je connais sa vie oui. un peu en fait. Quand je suis parti à Montréal, j'ai pris une pause carrière parce que moi de base je suis prof anglais-néerlandais, donc je donnais cours le soir avant. J'ai dû prendre une pause carrière pour pouvoir partir à Montréal, pour pouvoir travailler là-bas et faire du stand-up. Donc j'enchaînais le stand-up et travailler dans une boulangerie. Et donc comme j'avais déjà expliqué dans le bilan un peu de l'aventure québécoise, c'était pas optimal de aller se coucher tard et se réveiller très tôt pour ouvrir la boulangerie. Et donc ici, en rentrant, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais en tout cas, j'avais pas envie de reprendre l'enseignement, j'avais envie de continuer les scènes et de pouvoir faire un maximum de stand-up. Et donc quand je suis rentré, en Belgique, tu veux travailler en tant qu'indépendant, t'as plusieurs possibilités. Soit tu travailles avec la Smart et donc tu dois créer des contrats et c'est eux qui s'occupent de retirer ce que tu dois payer comme allocation sociale et tout ça. Et je trouvais que c'était vraiment pas clair de comment ça marche personnellement et que c'était beaucoup de papiers, beaucoup de trucs à faire et tout ça. Après, l'autre possibilité c'est d'être indépendant complémentaire, mais dans ce cas-là tu dois avoir un mi-temps au minimum. Et pour ça, il faut trouver un mi-temps qui te permet de faire du stand-up. Donc, j'ai envoyé plein de CV dans plein de trucs
J'aurais aimé retrouver un truc en boulangerie parce que j'avais quand même beaucoup aimé mon expérience à Montréal. En tout cas, un truc dans la vente parce que j'aimais bien le contact avec les clients, j'aime bien parler et du coup, j'avais un petit peu d'expérience avec ça parce qu'à part l'enseignement, j'ai jamais rien fait d'autre que ça. J'avais essayé de trouver un mi-temps là-dedans et la difficulté du mi-temps, c'est de trouver des horaires qui fonctionnent avec le stand-up parce que moi, j'habite pas Bruxelles, j'habite Mons, donc j'habite à 1 heure de Bruxelles. Donc, il fallait que je trouve un boulot qui me permette de pouvoir aller le soir et revenir, de jouer un maximum. Et j'espérais ne pas devoir me lever trop tôt le lendemain parce que j'ai fait à Montréal pendant 1 an et je pense que j'ai perdu plusieurs années de vie avec ce rythme de vie qui n'allait pas. Surtout que Adeline pourra vous confirmer, le matin, je ne suis absolument pas efficace. Il faut un bon moment avant que j'émerge et que je sois efficace tellement le matin, c'est pas pour moi. Je confirme. Donc il fallait trouver tout ça et j'ai postulé dans beaucoup de choses. J'ai pas eu beaucoup de réponses. Puis après, j'ai eu une réponse pour travailler dans une boulangerie. Et je crois que cette semaine-là, j'ai Rudy qui m'a contacté pour animer la soirée au réservoir. Donc animer une soirée tous les mardis. Donc déjà, j'avais une régularité dans les scènes. J'avais beaucoup de scènes qui sont ajoutées. Septembre, octobre, c'est vraiment la période où j'en ai eu le plus, je pense. Donc j'ai joué beaucoup. En fait, avant, je donnais des cours privés anglais-néerlandais en tant qu'indépendant complémentaire quand je travaillais. Et en fait, j'ai redemandé pour avoir des cours. Il y a eu beaucoup de cours qui étaient disponibles. Et finalement, en fait, je me suis dit, je vais me mettre en indépendant complet. Après beaucoup d'aide de la part de ma copine Adeline, qui m'a dit, mais tu peux te mettre en indépendant. T'as plein de scènes, t'as plein de cours. Suivez vos rêves. Suivez vos rêves. Tu peux le faire. Comme elle l'avait dû le faire avant que je parte à Montréal, parce que moi, je ne l'aurais jamais fait de moi-même. Me dire que j'étais capable, que je pouvais essayer d'être humoriste parce que c'est mon rêve et que si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. De toute façon, tant que tu sais pas, tu ne sais pas. Donc ça. en fait, autant essayer et au pire, tu repars dans un job si t'as besoin. Voilà. Et donc le truc, c'est du coup, je me suis mis en indépendant complet, mais donc indépendant complet, pour ceux qui ne savent pas, tu dois payer des cotisations sociales qui augmentent, qui ont augmenté énormément. Donc tous les 3 mois, tu dois payer 899 € et c'est abusé comment c'est cher. Et donc ça me stressait beaucoup au niveau financier parce que quand je suis revenu de Montréal, j'étais un petit peu à sec. J'avais vendu ma voiture avant de partir pour avoir de l'argent pour y aller. Et là, j'ai dû en racheter une pour pouvoir aller à Bruxelles parce que je peux pas faire Mons-Bruxelles sans véhicule. Il y a les moyens de transport, mais une galère complète. Surtout à ces heures-là et quand tu joues à plusieurs endroits en même temps. Et donc je me suis mis en indépendant complet, avec énormément de stress au niveau financier parce que j'avais pas l'habitude de pas avoir cette sécurité financière que j'avais depuis presque 10 ans maintenant. Parce que même à Montréal où c'était tout nouveau, après 3 jours, j'avais un poste et je travaillais à temps plein. Donc j'avais d'office la possibilité de payer mes factures. Mais surtout qu'à Montréal, t'étais pas vraiment payé pour l'humour. Pas beaucoup. Que finalement ici en Belgique, t'es quand même rémunéré la plupart du temps. Bon, pas toujours beaucoup, mais il y a des scènes qui paient quand même assez bien. Mais donc, le fait que j'ai eu beaucoup de scènes, le fait que j'ai eu beaucoup de cours, que j'ose me mettre en indépendant et que je sois soutenu par les personnes avec qui je partage ma vie, a fait cet épisode a fait que je me suis lancé en indépendant et que j'ai un petit document sur mon PC où je mets tout ce que je gagne par cours, par truc, les pubs avec le podcast, tous ces petites entrées d'argent diverses et variées, fait que au final je rentrais dans mes frais. Il y a même des mois où ça s'est bien passé en fonction du nombre de scènes que je fais. Le problème avec les scènes, c'est que c'est super variable. En fait, il y a des scènes qui sont au chapeau, donc c'est en fonction du nombre de gens qu'il y a, en fonction du nombre de gens qui paient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté du chapeau et qui ne mettent rien dedans. Au passage, j'en profite pour vous dire que c'est honteux de faire ça. Vous avez profité d'un spectacle, au minimum, donner quelque chose. Ne rien donner, c'est vraiment chien, même si on n'a pas toujours les moyens, mais quelque chose... Les humoristes méritent quelque chose pour le spectacle que vous avez vu, sinon restez chez vous, n'allez pas voir des spectacles si vous ne pouvez pas les payer, je trouve. Bim. Donc voilà, je me suis lancé, et ça a été très stressant. Mais est-ce que c'est pas en se lançant que justement il y a les opportunités qui arrivent, tu vois? Si. Ça c'est peut-être plus philosophique, mais tu vois? Mais ça c'est au côté ouais, coach désolé. qui va dire ça. Mais oui, en effet,
ça a fait que j'avais déjà d'office toutes mes soirées de libre, donc il n'y avait pas un jour de la semaine où je travaillais un peu plus tard et que donc ce jour-là je pouvais pas prendre de scène, que le lendemain je devais me lever tôt pour tel truc. J'ai dû me lever tôt pour aller donner des cours, mais c'est quand même moi qui les choisissais. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai réussi à régler ça. Enfin, on a réussi à trouver quelque chose qui nous convient à tous les deux parce que on n'a pas les mêmes horaires de vie. Toi, t'aimes bien te lever le matin et travailler. Moi, le matin, je suis absolument pas efficace et en plus, je travaille le soir, donc si je pouvais ne pas me lever, je le ferais. Mais je prenais des cours le matin et je rentrais tard le soir. Donc on dormait moins. Et toi, ça ne te convenait pas. Donc on a essayé de trouver le moyen pour que je joue peut-être parfois un petit peu moins, que je prenne une scène en moins pour avoir plus de soirées disponibles et essayer de commencer un peu plus tard. Donc on a essayé de trouver ça et au final j'avais suffisamment de cours pour que ne pas prendre des cours à 8h mais plutôt prendre un cours qui commence à 10h, ben ça change pas grand chose, mais au quotidien quand c'est 6 fois sur la semaine, ben ça a fait une grosse différence. Et donc ça a été un petit truc de essayer ça et je suis très reconnaissant que tu m'encourages dans tout ça parce que sans toi je le ferais pas. D'accord. Bah ouais, je voulais juste peut-être que tu parles aussi de cet équilibre pro-perso, mais je sais pas si t'as autre chose à ajouter par rapport à ça, parce que finalement t'as quand même un emploi du temps assez chargé, puisque tu donnes quand même encore les cours. Ouais, l'objectif... là c'est en pause un peu, mais parce que c'est les vacances, mais... l'objectif ce serait de diminuer les nombres de cours et d'augmenter le nombre de scènes, ou en tout cas pas spécialement d'augmenter le nombre de scènes, mais peut-être faire des scènes qui rapportent plus. Parce que dans les faits, là j'ai dû cette année en tout cas être beaucoup plus pragmatique et que donc s'il y a une scène où je vais, il faut au moins qu'elle ne me coûte pas. Donc les scènes où il y a 4 personnes et où t'es pas payé, ben je peux pas en faire trop quoi. Mm-hmm. Et si je peux cumuler 2 scènes qui gagnent pas beaucoup, ben je le fais. Alors que des fois, moi, j'aurais bien aimé rester à des soirées parce que j'aime bien rester toute la soirée avec les gens et tout ça. Mais dans les faits, il faut que j'en fasse plusieurs pour rentabiliser, que je gagne ma vie. Et il y a des endroits que je fais pas parce que on n'est pas assez bien payé ou on n'est pas assez bien reçu. Voilà. Où t'as beaucoup de routes, c'est un coût d'essence aussi, que finalement tu gagnes 5 €, c'est pas... Oui, je conseillerais pas à quelqu'un qui veut faire du stand-up d'habiter à 1 heure de là, parce que là j'ai fait 40 000 kilomètres en voiture en moins d'un an. Entre septembre et juin, j'ai fait 40 000 kilomètres, ce qui est assez fou en voiture. Désolé la planète. Donc c'est pas optimal pour ça, mais je suis obligé du coup de rentabiliser. Donc, de faire des choix quoi. Voilà, s'il y a des scènes qui sont pas payées, d'office c'est sans moins. De faire des choix, donc si j'ai la possibilité de faire une scène ou une autre, je vais quand même devoir regarder à l'aspect financier, ce que je ne faisais jamais avant. Par exemple, j'ai fait moins de scènes en anglais parce que les scènes en anglais rapportent moins. Mais après, le fait d'en faire des plus petites, parfois m'a donné l'occasion d'en faire des plus chouettes, avec devant plus chouettes dans le sens où il y a plus de monde, et faire un peu des showcases. Et ça, c'était trop bien. J'en ai fait un qui était trop cool, avec le Side Splitters Comedy. C'était trop bien parce que j'ai envie de continuer à faire des scènes en anglais aussi. Mais là, je dois être pragmatique dans les choix de scènes. L'équilibre pro-perso, c'est que... ouais, c'est compliqué. Parce que j'ai pris beaucoup de cours et beaucoup de scènes au début. Puis après, j'ai dû calmer un peu le jeu quand je voyais que ça allait. Et maintenant que je vois que ça va, que financièrement ça rentre, je peux me détendre et en prendre un petit peu moins, gagner un petit peu moins, mais avoir un peu plus de temps. Et la difficulté, c'est de trouver du temps pour écrire. Parce que je mets pas ça en priorité. Pas assez. De prendre le temps d'écrire parce que j'ai des cours à préparer, j'ai des heures de cours. J'ai envie de passer du temps avec l'amour de ma vie aussi. C'est sympa, hein, c'est un truc que j'aime bien faire. Et donc l'écriture, faut que j'arrive à trouver le temps. Donc pour le moment, c'est encore en recherche de cet équilibre qui est pas encore vraiment trouvé. Oui, et t'as le podcast aussi. Et j'ai le podcast aussi. Ça aussi a été compliqué d'arriver à mettre ça dedans parce qu'il y a le temps de recherche des épisodes, il y a le montage des épisodes, il y a contacter les humoristes. Donc j'en ai fait un petit peu moins cette saison-ci. Je l'ai pu le faire avec une meilleure qualité parce que grâce aux auditeurs, j'ai un matériel assez fantastique qu'on utilise là maintenant. Et donc merci encore pour ça, c'est trop bien.
Ça fait aussi que j'enregistre les... C'est vrai que ça fait partie de cette année aussi, Ouais. finalement. Enfin, de cette saison. C'est le début de la saison, donc encore merci beaucoup d'avoir... parce que j'ai fait, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait un crowdfunding où les gens ont participé et m'ont aidé à payer tout ce matériel, donc je n'ai rien payé, donc merci beaucoup. Et donc c'est ça, et maintenant j'aime bien enregistrer les épisodes directement avec les gens et pas les faire en ligne parce que la qualité audio me convient pas. Mais c'est ça, c'est un challenge parce que j'aime bien aller voir les spectacles, mais c'est ça, trouver un équilibre avec le tout, c'est parfois compliqué, mais j'ai envie de continuer le podcast, j'adore le podcast. J'ai eu plein de retours, je sais pas si c'est une question que tu avais posée après, mais j'ai plein de retours super chouettes sur ce podcast. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé il y a pas longtemps qu'elle avait été sélectionnée à l'École nationale de l'humour et que c'est après avoir écouté les épisodes où je parle de l'École nationale de l'humour qu'elle a eu envie de tester. Et le fait qu'elle ait été sélectionnée, qu'elle soit prise et qu'elle me remercie alors que j'ai rien fait, ça fait trop plaisir. Il y a quelqu'un qui a ouvert un comedy club en Afrique. En tout cas, qui a ouvert un plateau en Afrique après avoir écouté mon podcast. Ça l'a motivé à le faire. Il y a plein de gens qui ont commencé l'humour, plein de gens qui ont commencé à aller voir des spectacles, des gens qui ont découvert des artistes que j'aime trop. Donc c'est trop bien. Donc j'ai trop envie de continuer ce podcast longtemps, mais mettez 5 étoiles. mais partagez votre épisode préféré. Faites des petites stories, vous taguez Régis avec le podcast, parce qu'il osera pas vous le dire lui-même. Mais faites-le comme ça, en fait, il pourra vivre de son podcast et de l'humour. Puis il pourra arrêter les cours comme ça. C'est ça. Il aura plus de temps pour écrire et comme ça vous pourrez aller voir son spectacle en 2025. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien. C'est un bon plan, non? En effet, oui, mais j'ai envie d'aller continuer à aller voir les spectacles et tout ça. Il y a plein d'humoristes que je veux. Vous êtes en mission. Ouais. Faites-le maintenant. Mais c'est la fille qui croit trop qu'elle a plein de pouvoirs. Maintenant, personne la connaît, tu vois, sur le podcast, mais maintenant, go. Mais oui, en effet, j'ai envie que le podcast continue parce que ça m'éclate de faire ça. Je suis toujours autant passionné. Et les épisodes que j'ai faits, je les trouve trop cool. Il y a plein d'humoristes trop chouettes que j'ai eu et j'en ai contacté plein d'autres. Donc j'espère que ça va se faire. Toujours la mission Fraissinet qui continue. N'hésitez pas à lui envoyer un message pour lui demander de participer à mon podcast. Un jour, ça marchera. Et je l'aurai dans le podcast et je serai trop content. Mais si vous parlez du podcast aussi, le podcast sera plus connu. Et peut-être que potentiellement, ça aidera aussi la mission Fraissinet. Ouais, espérons. Mais donc, la fille qui force à mort. Mais donc c'est ça, il faut que j'arrive à trouver l'équilibre parce que l'humour professionnellement c'est ma priorité mais personnellement ma priorité c'est de passer du temps avec mon amoureuse aussi et je le dis pas seulement parce que tu es là mais parce que c'est important et donc voilà. Je voulais terminer avec une dernière question par rapport au podcast. Oula. Justement. En quoi le podcast t'a influencé ou en quoi ça a enrichi ton travail d'écriture ou peut-être ta manière d'aborder le stand-up? Oh wow. Tu vois, tous ces échanges-là, ou les recherches que t'as fait, etc., en quoi ça t'a enrichi? Déjà, quand je vis quelque chose, je me dis que c'est normal parce que j'en ai entendu d'autres vivre la même chose. Donc, par exemple, cette année-ci, quand je chantais que mon ego prenait cher, mais le fait d'avoir entendu dans je sais pas combien de podcasts que l'ego prend cher, ben voilà. Le fait de me dire j'ai beaucoup de mal à me faire des potes et à m'intégrer et tout ça, ben le fait de l'entendre d'autres qui ont eu du mal avec ça, ça aide aussi. Le fait de j'ai joué pour la première fois devant 8 personnes, en vrai je suis pas le seul. Il y en a plein qui ont des spectacles qui sont annulés parce qu'il y a pas assez de monde et pourtant moi je trouve que c'est des gens qui ont plein de talent. Le fait que les gens ont du doute, parce que c'était aussi dans les mots, il y a plein de fois où je me suis dit que je devrais arrêter en fait de faire de l'humour parce que j'arrive pas à écrire. C'était vraiment le stress de cette saison, c'est que je veux écrire mais que je n'y arrive pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Mais voilà, ça m'a enrichi dans ce sens-là, dans le fait de me sentir que c'était normal et que ça m'enrichit là-dedans. Puis après, au niveau écriture, je pense pas que ça m'aide spécialement. Ça juste me montre à quel point c'est du boulot et qu'il faut un peu que je me sorte les doigts du cul et que je travaille plus parce que le point commun de tous ceux que j'admire et que j'ai eu dans ce podcast, c'est que c'est des bosseurs et qu'ils ont mérité leur place et que ça bosse quoi.
Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais ça me passionne en fait. Ça me fait aimer le stand-up à chaque fois que je discute avec quelqu'un. Donc ça me donne envie juste de continuer à le faire. Mais je sais pas si je réponds à la question ou pas. Si, Si, tout à fait. parfait. Merci. Et justement, quelles sont les compétences ou alors les aspects un peu de ta carrière que tu souhaites encore développer ou améliorer? Bah, il faut que j'arrive à faire abstraction de plaire à tout le monde. Donc ça, faut vraiment que j'arrive à mieux le faire. Faut que j'arrive à oser me montrer plus. Donc être plus actif sur les réseaux sociaux. Peut-être mettre des extraits de stand-up ou des passages d'impro, ce genre de choses. Venez encourager Régis dans ses DM. Sinon, bah, ce qu'il faut que j'arrive à gérer, c'est être un peu plus réseautage. Mais quand Oser aller peut-être plus vers les autres. voilà, pas réseautage parce que moi quand je dis réseautage, je vois que du négatif, c'est très faux et aller voir les gens pour avoir des trucs. Non, c'est juste m'intéresser Créer plus de liens. créer plus de liens avec les gens et c'est pas parce que je m'intéresse pas aux gens, c'est juste que je suis en anxiété et que j'ose pas aller. Mais en vrai, il y a plein de gens que j'adore dans le stand-up. Je pense que le fait d'oser aller plus vers les gens, que les gens iront plus vers moi aussi, et ça va créer des opportunités, et ça serait cool parce que voilà. Mais ça sera aussi plus agréable pour moi sur les scènes parce que il y a quand même beaucoup de scènes où une fois que je suis sur scène, ça se passe bien. Une fois qu'il y a la pause ou l'avant-scène ou l'après-scène, c'est pas mes moments préférés parce que je suis en angoisse et que c'est pas toujours évident d'aller voir les gens et de voir tous ces gens que je trouve ultra talentueux et je me compare, ce qui est pas une bonne chose, je sais, mais c'est pas évident de vivre là-dedans. Mais je trouve que c'est intéressant que tu le dises parce que on aurait tendance à croire que les humoristes ils sont hyper sociables, que ils sont trop zen, confiants, etc. Mais en vrai, tout le monde l'est pas. Non, mais tout le monde ne l'est pas. De l'être. Oui, mais parfois ça peut être soit une façade, ils font genre, tu vois. Je pense qu'il existe d'autres humoristes qui sont peut-être un peu anxieux socialement et qui adorent être sur scène, mais après ça, ils sont un peu timides, quoi. Oui, bien sûr, mais... Et donc c'est chouette que t'en parles parce que peut-être tout le monde en parle pas non plus. Et pour les gens peut-être qui sont timides et qui auraient envie de se lancer et qui se disent non, je peux pas parce que je suis pas sociable, etc. Bah en fait c'est quand même possible de le faire. Ça demande peut-être un peu de courage et de régulation du système nerveux. Tu veux parler de ton podcast ou... Non. Mais t'es sûr que tu veux pas en parler? Si, je peux en parler, mais enfin, je veux dire, c'est pas. Non, mais parce que tu parles de confiance en soi, de régulation du système nerveux, donc tu peux. C'est quoi le nom de ton podcast? Non, mais je veux bien que les gens me rejoignent sur Instagram. Rejoins sur Instagram. Sur quel Instagram? Et si on profitait de la vie? Voilà, allez voir. Et si on profitait de la vie, elle va vous aider à vous sentir mieux, parce qu'elle a beaucoup de boulot avec moi. C'est bien, c'est mon Kobe. Mais ça me fait beaucoup de bien en vrai. Donc allez voir ce qu'elle fait. Et on revient à moi parce que je suis un peu le sujet. Ego. Mais en effet, c'est un truc sur lequel que je dois travailler. Après, le fait que j'habite pas tout près, c'est pas toujours évident parce que j'ai envie de rentrer, parce que je travaille le lendemain, parce que j'ai de la route. Donc souvent je dis j'ai mon heure de route pour revenir. Donc c'est pas toujours évident pour créer du contact avec les gens. Puis c'est à cause de moi aussi. J'aimerais bien que tu rentres pour aller dormir. Voilà, maintenant que tu en parles. On peut le dire aussi. C'est de ma faute. Voilà. Non, c'est pas de ta faute parce que des fois ça m'arrange très bien parce que je suis en panique et du coup je fais je vais y aller. Allez, bonne soirée à tous, je peux rentrer. Faut aussi que j'arrête de rentrer en voiture et me ressasser tout ce que j'ai dit à tous les humoristes de la soirée et que aussi arrêter de penser à ce que les autres humoristes pensent de ce que je fais parce que en fait c'est pas à eux que je dois plaire. C'est au public et que souvent les humoristes, il y en a plein qui n'écoutent pas ton passage et moi je me mets un stress sur le fait qu'un tel soit dans la salle parce qu'il pourrait entendre ce que je fais et j'espère que ça se passe bien parce que sinon qu'est-ce qu'il pourrait penser de ce que j'ai fait? Est-ce que la scène qu'il fait, je vais pouvoir jouer à sa scène parce que s'il a vu un moment où ça se passait moins bien, peut-être que le sujet que je parle ça l'intéresse pas, peut-être que c'est pas sa cam, alors qu'en fait ça se passe bien sur scène et je dois me concentrer là-dessus et que les gens passent un bon moment. Mais oui, j'ai ce truc, comme on disait tout à l'heure, de vouloir plaire à tout le monde dans le public, mais de vouloir plaire à tous les humoristes aussi, alors que
il y en a plein qui te calculent pas et qui font leur soirée et qui eux-mêmes sont dans la même inquiétude que toi et qui s'occupent pas du tout de ce que t'es en train de faire parce qu'ils sont en train de se dire bon après c'est moi qui dois passer, j'espère que ça va bien se passer parce que lui l'autre il est dans la scène. Ouais, chacun est concentré sur soi en fait. Peut-être même qu'il y a des gens qui se disent il faut que ça se passe bien quand Régis est là parce qu'il organise une scène machin. C'est pas moi qui sélectionne les gens. Mais voilà. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'artistes super chouettes à découvrir à Bruxelles et aller voir du stand-up, c'est trop bien. En tout cas, le fait de faire du stand-up ne me fait pas aimer moins le stand-up, mais au contraire me fait aimer plus ça parce que j'aime trop en fait. Je me rends compte de plus en plus que c'est ça que je veux faire. Je me rends pas compte de plus en plus que je suis capable de le faire. Mais de plus en plus que c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'anime et les moments, surtout dans les soirées tests, il y a plein de moments que j'ai vécu que je trouvais assez fou et que ça m'a, je sais pas, ça anime quelque chose en moi qu'il y a que ça qui anime. C'est beau. J'aurais presque envie de finir là, tu vois, dans cette petite conclusion. T'as plus d'autres questions? Non, je voulais d'abord juste te demander si du coup t'avais des projets futurs. Aussi bien stand-up ou alors avec le podcast, c'est la dernière question. Ok. Projet futur, ça serait de continuer à écrire le spectacle. Donc là, je pense que je vais essayer de refaire des 30-30 où je vais essayer de tester des nouvelles choses. Mais le gros projet, c'est de prendre le temps d'écrire pour écrire de nouvelles choses. Et j'aimerais qu'en 2025, je joue 1 heure de spectacle. Et maintenant que je l'ai dit, je vais devoir le faire. Mais vous êtes tous témoins. Vous êtes tous témoins. L'objectif, c'est ça, c'est d'écrire un spectacle, de jouer 1 heure sur scène, de l'améliorer, et après essayer d'avoir ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir un spectacle qui est fort, et qu'on se dise, ça c'est vraiment un bon spectacle. Et après, pour moi, c'est le plus important, et le reste suivra si ça doit suivre, mais si j'ai déjà un bon spectacle, c'est ce qui va me faire le plus plaisir, plus que jouer dans des grands lieux, jouer dans des trucs. Pour le moment, c'est ça, avoir un bon spectacle, que les gens qui viennent le voir se disent ça c'est vraiment un bon spectacle. Ça me ferait vraiment plaisir. Avec le podcast, il n'y a pas vraiment d'objectif en particulier. C'est juste de continuer à faire des épisodes. J'aimerais bien avoir plein d'humoristes que j'ai pas encore réussi à avoir. Ça me ferait plaisir d'avoir des gros noms parce que je trouve ça ils ont un parcours, ils ont de l'expérience. Je trouve ça super chouette de le partager. J'aimerais bien que le podcast continue d'évoluer et que ça puisse me permettre que ça soit aussi rentable. On compte sur vous. Mais parce que je passe du temps à faire les épisodes, je passe de plus en plus de temps à faire les épisodes parce que je fais plus en plus de recherches, parce que c'est quelque chose qui m'est reconnu, et quand on me reconnaît dans quelque chose, j'ai envie de continuer à le faire. Mais je fais beaucoup de recherches, et parce que c'est quelque chose que les gens disent c'est trop bien, que tu connaisses tout, machin, ça permet d'aller dans d'autres trucs, des trucs qu'on n'a pas entendus, et ça me fait trop plaisir. Donc maintenant, je n'arrive pas à ne plus à me dire mais il me reste 4 interviews que j'ai pas encore écoutées. Maintenant, je vais les écouter d'office, quoi. Et donc, ça prend du temps. Ça commence à avoir des retours sur investissement, on va dire. Mais pour le moment, en termes de temps, si je veux continuer à faire le podcast, il faut que ce soit un peu plus rentable. Sinon, je vais devoir prendre d'autres cours et faire moins le podcast. On revient sur ce qu'on disait, mais en tout cas, j'ai envie de le continuer parce qu'il me passionne et il me fait du bien. Et que j'aime trop ce podcast. Donc, j'ai pas un projet en particulier, mais juste d'en faire encore plein d'autres et d'avoir tous les humoristes que j'aime trop. Toujours le projet Roman Fressinet, qui reste mon humoriste préféré en France en ce moment, incroyable. Et pouvoir recommander des spectacles, parce qu'il y a plein de spectacles qui sont incroyables, plein d'artistes à aller voir. Ça me fait trop plaisir quand les gens ont écouté le podcast et vont voir le spectacle de quelqu'un. Donc rien que pour ça, j'ai envie de le continuer, parce que j'ai envie que les artistes que j'aime, on aille les voir aussi. Et donc ça me fait trop plaisir. Ça me permet, j'ai l'impression aussi d'être moins centré sur moi-même et de montrer que je veux que ça aille pour les autres. Parce que quand t'es en stand-up, t'es sur une scène, tu te dis je veux que ça se passe bien pour moi, mais ça me fait trop plaisir quand c'est les autres aussi. Et donc je pense que c'est une bonne chose de continuer à faire le stand-up et de pas être que centré sur moi-même et mon ego et mes doutes. Merci Régis. Merci Adeline d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ça va, tu respires, c'est fini, t'es content. En vrai, c'est compliqué de pas être en gestion du truc, de moins poser les questions. Du coup, tu sais bien, tu te retrouves de l'autre côté.
Ouais, tu me retrouves de l'autre côté. N'hésitez pas, hein, si vous voulez m'avoir dans un podcast, ça me ferait plaisir. J'aime bien parler en vrai. C'est vrai que ça peut être chouette. Peut être chouette aussi. Finalement, de t'entendre dans un autre podcast. Bah ouais, mais pourquoi pas. S'il y a des gens qui ont Ça un pourrait podcast, être un projet podcast. s'il y a des gens qui ont un podcast et qui sont intéressés, moi je suis toujours partant. Après, je sais pas si ça peut être intéressant. Je sais pas, hein, si cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que la vidéo sera sur YouTube. Vous pouvez m'envoyer un message privé si vous voulez sur Régis Canon Humoriste sur Instagram. Tous les liens seront en description de cet épisode. Merci beaucoup Adeline, quel professionnel. Mais n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous l'avez trouvé intéressant ou pas, parce qu'au départ je savais pas si j'allais le faire. Je remettais à plus tard à chaque fois. C'est pour ça que j'ai demandé à Adeline pour essayer d'en faire quelque chose de naturel. J'espère que ça a marché. J'espère que si vous avez aimé la voix d'Adeline, n'hésitez pas, parce qu'elle ne reviendra pas dans le podcast. Peut-être entre-temps, je vais lancer ma carrière d'humoriste, puis tu vas me recevoir. Bah pourquoi pas. En fait, je suis trop marrante. En vrai, t'es trop marrante. Moi, c'est la personne la plus drôle que je fréquente au quotidien. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Plus drôle que moi, et c'est un peu vexant, encore une fois, l'ego. Mais merci beaucoup d'avoir posé toutes les questions. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et à très bientôt. Et peut-être à l'année prochaine pour un nouveau bilan. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.